Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Congo Monde TV dans l'émission Futur Mar. Futur Mar est un programme qui vise à montrer la part du médecin anesthésiste réanimateur dans la prise en charge globale de nos patients. À la présentation, je suis Costa Chinzam, médecin spécialiste, médecin en spécialisation au département d'anesthésie réanimation de l'Université de Lubumbashi. Comme dans nos habitudes, depuis le premier numéro de ce programme, nous commençons par cette belle phrase d'Hippocrate. Je cite, « Quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer la cause de sa maladie. Alors, est-il possible de l'aider ?» Aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, nous allons tenter d'apporter réponse à une question que vous vous posez certainement depuis chez vous à la maison. La question, c'est pourquoi donne-t-on de l'oxygène aux patients une fois qu'ils sont au bloc opératoire? Alors, comme vous le savez, j'ai envie de dire que l'oxygène, c'est avant tout un médicament. Mais comme médicament, l'oxygène, c'est donc un carburant indispensable au bon fonctionnement du corps humain. Donc, c'est grâce à l'oxygène que les cellules qui constituent les unités fonctionnelles du corps humain vont arriver à produire à partir de nutriments que nous apportons au corps lorsque nous nous nourrissons, lorsque nous mangeons de l'énergie. Et donc, cette énergie va être soit mécanique, c'est donc une énergie qui va être utilisable pour la locomotion. Cette énergie peut être chimique, qu'on peut exploiter dans la synthèse de la matière vivante. Cette énergie peut être calorifique pour le bon fonctionnement du métabolisme cellulaire. Alors, l'oxygène va être capté par les poumons au niveau, pour se lier justement au niveau de l'hémoglobine que l'on retrouve à l'intérieur des globules rouges, les globules rouges qui font partie des éléments figurés du sang, comme on le dit. Alors, cet oxygène qui est capté va être distribué vers tous les tissus du corps humain et il va être libéré là où la demande en énergie est grande. Alors, son rôle est donc primordial, notamment dans la détoxification du foie et la synthèse de certaines hormones et molécules essentielles. Alors, l'oxygène va aussi jouer un rôle important dans la production du gaz carbonique qui sera éliminé par les poumons. Ainsi, c'est donc de cette façon-là que les cellules assurent ou arrivent à assurer leur fonction vitale et à maintenir l'équilibre de l'organisme. Alors, vous l'aurez compris, sans oxygène, les cellules vont basculer dans ce que nous appelons dans notre jargon la respiration anaérobie, qui est beaucoup moins efficace et qui est génératrice de certains éléments comme l'acide lactique. Alors, une privation en oxygène va entraîner en seulement quelques minutes la mort des cellules, surtout si ces cellules sont des cellules nerveuses ou des neurones. Et donc, vous l'aurez compris, la vie dépend de l'oxygène que nous trouvons dans l'air que nous respirons. Alors, de quoi est composé l'air que nous respirons? L'air est composé de 21% d'oxygène et de 79% d'azote et d'autres gaz rares. C'est par la respiration que nous arrivons à capter l'oxygène qui est présent dans l'air que nous inspirons. Donc, tenez-vous bien, à chaque cycle respiratoire, nous inspirons 21% d'oxygène et 79 d'azote et nous expirons les 79 d'azote et seulement 16% d'oxygène et les 4% de CO2 qui est issu du fonctionnement du corps. Les muscles, par exemple, les différents organes produisent du CO2 qui vont constituer les 4% que nous allons expirer. D'où le rôle des poumons qui sont la seule surface d'échange
gazeux entre le sang et le milieu extérieur. Alors, par la ventilation pulmonaire, nous allons apporter à l'air atmosphérique, de l'air atmosphérique aux poumons pour qu'il soit mélangé, on va le dire, à l'air pulmonaire. Alors, la respiration va nous permettre, par ces différents phénomènes ou mécanismes, d'échanger des gaz entre les cellules de l'organisme et l'air extérieur selon certaines lois. Et ici, dans le jargon, nous parlons de la loi de Dalton. Ce qui fait que, selon les muscles et ce qui va se faire selon le travail musculaire, mais aussi celui de la cage thoracique qui, en augmentant ou en diminuant de volume, va permettre l'entrée ou le rejet d'air par différence de pression. Et pour cela, la pression pulmonaire doit être plus basse que la pression atmosphérique pour que l'air puisse justement entrer dans les poumons jusqu'au niveau des alvéoles où se fait les échanges gazeux. Alors, au niveau du bloc opératoire, il y a un challenge. Le challenge, ça va être de maintenir le patient dans son équilibre en termes d'homéostasie tout au long de la période périopératoire, c'est-à-dire en préopératoire, juste avant, quelques heures, quelques minutes avant l'opération, pendant l'opération et même les quelques minutes ou heures qui vont suivre l'opération. Tout ceci pour s'assurer que le patient n'a pas perdu en termes d'équilibre homéostasique. Alors, le patient qui est arrivé au bloc opératoire en respirant normalement doit doit sortir du bloc en respirant normalement. C'est donc ce challenge auquel nous faisons face au bloc opératoire. Or, selon le type d'anesthésie pour lequel le patient peut se montrer en fonction de sa pathologie éligible ou pas, certains agents anesthésiques vont avoir un effet de déprimer le centre de la respiration du patient. Et donc, ils vont détruire la capacité fonctionnelle de ce centre de respiration. C'est le cas ici en anesthésie générale. Vous le savez, l'anesthésie générale, c'est comme on le dit à la cité, on endort complètement le malade. Alors ici, des produits que nous utilisons pour endormir complètement le malade, qui sont, par exemple, je vais parler du propofol ou des gaz que nous utilisons, que l'on appelle les halogénés, certains opioïdes ou même les curares. Les curares, ce sont des produits qui font partie des produits utilisés en anesthésie générale, qui nous permettent justement de relâcher notre malade pour pouvoir poser certains actes comme placer une sonde d'intubation ou un tube d'intubation au niveau de la trachée ou alors un masque laryngé. Ces produits-là vont déprimer la respiration et donc diminuer la réponse du cerveau au manque d'oxygène, au fait d'avoir trop peu d'oxygène et donc au fait d'avoir plus de gaz carbonique dans la circulation. Alors, au-delà, certains actes comme le fait de placer un tube, donc l'intubation endotrachéale, vous le savez, pour soutenir le patient, parce que les produits vont déprimer le centre respiratoire, les produits vont relâcher le malade. Pour cela, pour soutenir le malade, nous avons besoin de placer un tube pour pouvoir ventiler ou même donner et de l'oxygène et des gaz à ce malade. Donc ces actes-là, comme l'intubation, mais aussi le fait de placer un masque laryngé, qui est un dispositif que nous appelons supraglottique, que l'on introduit au niveau de la gorge, et qui sont des actes qui imposent de ventiler, avec un mélange de gaz anesthésiant plus l'oxygène. Pour cela, nous avons besoin aussi de nous assurer que notre malade a bénéficié d'un certain volume d'oxygène. Alors, ici, pour ces actes-là, la préoxygénation qui est faite
avant l'induction, c'est-à-dire avant d'induire cette anesthésie générale. Nous procédons par une préoxygénation, c'est-à-dire nous donnons un certain volume d'oxygène, une certaine quantité d'oxygène au malade pour qu'il constitue en réserve avant même de donner les médicaments qui vont l'endormir, qui vont le plonger dans cet état voulu lors de l'anesthésie générale. Donc, cette préoxygénation va nous permettre de constituer une sorte de réserve pour pouvoir prévenir le fait de pouvoir perdre en termes de la saturation en oxygène, c'est-à-dire en termes de la capacité dont l'oxygène circule au niveau des différents tissus de l'organisme. Alors, là, c'était pour l'anesthésie générale. Mais en anesthésie loco-régionale, comme c'est le cas pour l'arrachianesthésie qui est faite, par exemple, chez une femme chez qui une césarienne a été indiquée pour telle ou telle autre raison, il peut se faire que selon les éléments obtenus lors de la consultation préanesthésique, que le médecin puisse penser que cette femme puisse être éligible à la rachianesthésie, c'est-à-dire qu'on va introduire une aiguille au niveau de la colonne, au niveau de la colonne, au niveau d'un site bien précis. Nous parlons de L2, L3, donc la colonne lombaire. On va donner un produit anesthésique, notamment la marcaïne, à ce niveau-là. Pour ce type des femmes, par exemple, on sait que la patiente va garder une respiration spontanée qui va être normale, mais attention, si l'oxygène n'est pas toujours obligatoire ici, une oxygénation complémentaire à de faibles doses d'oxygène, nous parlons ici de 2 à 3 litres d'oxygène donné en utilisant comme interface les lunettes nasales et souvent donné pour nous permettre de nous sentir en sécurité, mais aussi pour la sécurité de ce type de patient. Surtout aussi chez des patients fragiles, on peut donner de l'oxygène en complément pour les soutenir. Les patients fragiles, ce sont des malades qui souffrent notamment des problèmes de cœur, donc des malades qui souffrent des problèmes de cœur dont le cœur est insuffisant. Le cœur n'est plus capable de pouvoir assurer ses fonctions. On peut avoir besoin de donner une dose complémentaire d'oxygène chez ce type de patient. Nous avons des malades qui souffrent de certains problèmes pulmonaires, par exemple des malades BPCO, donc qui souffrent de ce qu'on appelle une bronchopneumopathie chronique obstructive. Nous avons besoin de soutenir ce type de patients. Chez certains malades qui souffrent des problèmes pulmonaires tels que des problèmes respiratoires tels que l'asthme, nous pouvons avoir besoin de les soutenir. Mais chez certains malades obèses aussi, nous pouvons avoir lors d'une anesthésie loco-régionale, notamment une péridurale, une rachianesthésie, nous pouvons avoir besoin de les soutenir en donnant un peu d'oxygène à raison de 2 à 3 litres par minute en utilisant comme interface les lunettes nasales. Mais chez une femme enceinte aussi, en cas de grossesse, vous le savez, la grossesse va faire à ce que va avoir un impact sur le diaphragme qui est un élément important dans la mécanique respiratoire, et donc la compliance ou les mouvements respiratoires ne vont pas bien se faire du fait d'un utérus gravide. Ces types de malades, nous avons besoin de les soutenir, d'autant plus que une femme enceinte a besoin de plus d'oxygène et pour elle-même et pour le bébé qu'elle porte en son sein. Chez certaines personnes âgées, nous avons besoin de donner cette quantité d'oxygène. Alors, il peut se faire que au cours d'une anesthésie loco-régionale, type rachianesthésie, une anesthésie péridurale,
ou une anesthésie, une rachie en selle ou les différents types d'anesthésie locaux régionales. Si, par exemple, au décours de cela, une sédation, c'est-à-dire le fait de déconnecter un peu le patient ou la patiente en utilisant certains sédatifs tels que le midazolam ou alors le propofol pour sédater ce type de patient, il faut prévoir de l'oxygène car, effectivement, en utilisant ce produit, il y a risque de déprimer le centre respiratoire, il y a risque de déprimer la respiration chez ce type de patient. Mais en cas d'anesthésie locale simple pour une petite chirurgie, par exemple, quelqu'un qui a une petite plaie au niveau de son avant-bras ou quelqu'un qui a un petit lipome au niveau du poignet, bien évidemment, ce type de patient reste pleinement conscient et il peut respirer normalement. Mais ici, donc, on n'a pas besoin d'une supplémentation systématique en oxygène. Mais attention, s'il s'agit d'un patient fragile, chez certains terrains particuliers, par exemple, en cas de pathologie pulmonaire, des malades, quelqu'un qui porte une maladie pulmonaire grave, une maladie cardiovasculaire avancée ou un malade qui est dans une phase d'anxiété majeure, on peut avoir besoin justement d'utiliser de l'oxygène pour pouvoir le soutenir. En conclusion, ici, l'oxygène qui est, comme on l'a dit dès l'entame de notre émission, un médicament n'est pas juste un confort pour les patients au bloc opératoire, c'est donc un élément vital pour la sécurité du patient, mais aussi pour la sécurité de l'anesthésiste réanimateur. Mais pourquoi? Pour différentes raisons. Parce que en donnant de l'oxygène, nous prévenons l'hypoxémie, c'est-à-dire la réduction de la quantité d'oxygène qui circule au niveau plasmatique, donc au niveau du sang. Parce que vous le savez, comme nous l'avons dit, une privation en oxygène va entraîner la mort cellulaire parce que l'oxygène, c'est un élément important qui est utilisé comme carburant pour donner de l'énergie au niveau des cellules afin de permettre aux cellules de réaliser leurs fonctions métaboliques. Et donc, nous, en donnant de l'oxygène comme ça, nous prévenons la survenue de cette diminution brutale qui peut avoir des conséquences. Nous l'avons dit ici, par exemple, pour les cellules nerveuses, la mort s'ensuit dans les quelques minutes en cas de privation en oxygène. Mais aussi, cette oxygénothérapie va nous permettre d'augmenter les réserves en oxygène avant justement d'induire une anesthésie. Comme nous l'avons dit pour l'anesthésie générale, avant de donner les médicaments pour endormir complètement notre patient, nous avons besoin de nous assurer qu'il a les réserves, puisque après les hypnotiques que nous donnons, nous pouvons avoir besoin de curariser ce malade, de donner les médicaments qui vont relâcher. Et qui dit relâcher, c'est-à-dire on va relâcher les muscles respiratoires qui ne vont plus assurer leur fonction, et donc le malade peut facilement tomber en apnée. Et donc, pendant ce moment-là, ce moment nécessaire pour nous de pouvoir placer le tube pour pouvoir donner de l'oxygène ou de l'air à notre malade, nous avons besoin de faire des réserves à ce patient-là pour que pendant ce moment d'apnée, qu'il y ait de l'oxygène dont son organisme a besoin pour pouvoir réaliser ses différentes fonctions métaboliques. En donnant de l'oxygène, nous arrivons à compenser la baisse de la ventilation péropératoire, c'est-à-dire pendant l'opération, vous le savez, par exemple, si l'opération concerne le thorax, si l'opération concerne l'abdomen, cela peut avoir de l'impact en fonction de la position que nous allons donner à notre malade au niveau de la table d'opération. Cela peut avoir de l'impact sur la mécanique ventilatoire et donc nous avons besoin d'assister ce malade pendant l'opération en lui donnant de l'oxygène, en le ventilant pour lui donner de l'air afin que ses poumons ne puissent pas
s'aplatir ou collaber. Alors, en donnant de l'oxygène, nous sécurisons notre malade, qui est surtout s'il s'agit des malades à risque. Nous avons parlé des malades qui souffrent de problèmes cardiovasculaires, des problèmes pulmonaires ou autres complications sérieuses qui peuvent mettre en jeu la vitalité de nos patients. Et donc, nous avons besoin de sécuriser ce type de patients. Mais aussi, attention, cela, en donnant de l'oxygène, ça nous permet aussi de gérer les imprévus. Gérer les imprévus, c'est-à-dire quoi? Pendant l'opération, tout peut arriver. Pendant l'opération, par exemple, un malade peut saigner si l'opération concerne la sphère ORL, par exemple. Si l'opération concerne la bouche, par exemple, le malade peut saigner. En saignant, il va obstruer les voies respiratoires. Et nous, en oxygénant notre malade, nous sommes à mesure de l'aider pour que les complications ne puissent pas arriver. Mesdames et messieurs, c'était donc ici votre émission Futur Mar qui est un programme de Congo Monde TV qui montre la part du médecin anesthésiste réanimateur dans la prise en charge globale des patients. Donc, dans ce numéro, nous avons parlé d'une question importante: pourquoi donne-t-on de l'oxygène à nos patients au bloc opératoire? Si vous avez aimé cette émission, commentez-la, partagez cette émission. Et donc, Costa Chinzam, c'est moi, à la présentation de cette émission. Et ne l'oubliez surtout pas, quand quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer la cause de sa maladie, alors est-il possible de l'aider. Au revoir et à la prochaine.